parle de l'essence, non pas mathématique, non pas sensuelle seulement, mais combinatoire, qui fait semblant du sens. Là, il y en a trop. Là, il y en a trop. Trop. Pourquoi? Narré. La narré. On fait la mathématique. Et la peinture, une série de compositions catégoriellement élargies, sans donner information. Okay. Bit, byte, de forme. Ok. La musique, l'art combinatoire, l'art de développement. Ne supportant pas de rigidité et l'attente du plaisir, s'attend toujours un champ d'existence d'autrui, au sens où ce champ disparaît, que le sens reste. Inatteignable. Et pourquoi? Et comment? Et quand? Avec qui? Avec quoi? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Les choses s'ensemble. Elle coule, elle est fébrile, et la terre mouillée, et l'air fraîche. Il y a des gens de voyage. Ils préparent du lait. Moi, du miel. Quand la parole est barrée par ce je ne sais quoi de sédimation historique sonore babière.
la Engage la mort pour la vie. Engage la vie pour la mort. Prenons quelques propositions, quoique poétiques, qui viennent de Melih Cevdet Anday, si je me rappelle bien. Il disait dans l'un de ses vers, peut-être dans ce recueil qui s'appelle « En se réveillant d'une siesta », öğle uykusundan uyanırken. Là, il y a un réseau très complexe, sémantique, métaphorique de ce texte, poème en prose. Mais je retiens une seule proposition qui disait que écrire, c'est être aveuglé. La condition de possibilité d'écrire, sûrement au sens fort du terme, c'est devenir aveugle, non pas au sens littéral, peut-être si. Aveuglement et l'écriture. Alors d'abord, qu'est-ce qui se passe dans le regard? Pourquoi dans le regard il n'y a pas d'écriture au sens noble ou propre du terme? Bien sûr, il y a partout de géométrie, schématisme dans le regard, forte aussi. Il y a tout un arrangement de l'espace, se situer dans l'espace et même essayer d'aller au-delà, donc vers l'aveuglement. Et dans la visibilité, dans la tâche de visibilité aussi, il y a dans cette affaire de regard, perception, il y a de l'invisible, il y a une visée de l'invisible qu'il y a du regard. Et puis donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'écriture dans le regard noble aussi. Même dans le regard fugitif, peut-être dans le regard schématique, c'est-à-dire ordinaire, il y a encore une écriture au sens mauvais terme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire tâche à accomplir, regarder sans regarder, voir ce qu'on veut et ne pas regarder, et seulement réduire la tâche du regard à une lecture automatique. C'est ça aussi, mauvais regard, mauvais œil. Oui, mauvais œil, dans notre tradition, c'est quelque chose de bon, malédiction. En ce qui concerne du sort. Bon, aveuglement. Quel rapport? Bien sûr, avec la phénoménologie, j'ai esquissé un rapport avec la phénoménologie de la perception, visible, invisible, Merleau-Ponty. Mais, revenons un pas en arrière à la dialectique hégélienne, n'est-ce pas? Lui aussi, il procède du sensible, du visible vers l'intelligible. Et ceci dans l'acte même de percevoir, c'est-à-dire dans l'expérience de la certitude sensible, premier chapitre de la phénoménologie de la perception. Alors pourquoi, selon la dialectique, selon cette action dialectique, quoi que ce soit, dans cette première toucher, donc si c'est première et s'il y a du toucher au sens de tact, et il s'agit seulement de toucher aristotélicien ou grec tout simplement, parce qu'Aristote n'a pas su exploiter toute la richesse de toucher.
hasard, moment fortuit ou moment opportun, moment fortuit ou moment opportun. C'est les deux possibles. Donc, meilleur moment ou le pire moment, mais quelques moments, c'est pas, oui, quelque chose de l'ordre de Etphase, quoi que ce soit, mais déjà peut-être le tram du sort se trame dans ce premier moment aléatoire ou moment opportun, moment fortuit. Moment qu'on ne choisit pas tout en choisissant. Et oui, c'est irréversible en tout cas, premier moment, avec Etphase ou en Etphase, en tant qu'Etphase, même sujet, en tant que quelque chose qui capte une première donnée sensible. Pourquoi il capterait? Il y a plusieurs raisons, c'est-à-dire sans raison, c'est-à-dire accaparer en tant qu'un organisme plus ou moins mouvant et vivant, donc absorber un autre vivant avec le regard captif. Ça pourrait être parfaitement une gueule, un organe de appropriation au sens de la gorge, bouche, lèvres, mâchoire, accaparer comme concept cette chose, cette phase, c'est évidemment dans cette stade si sensible de mouvement, de kinésis, c'est l'annihiler. En montrer le néant. C'est ça le commencement du mouvement dialectique. Et oui, pourquoi on a fait ça? Pour se nourrir, pour se grandir peut-être, pour assurer, continuer son mouvement de répulsion, de rétention et de propulsion comme un ver de terre, et sans yeux, sans avoir besoin des yeux, parce qu'on n'a rien à faire avec l'horizon. Parce qu'on touche chaque fois avec notre longue queue, qui est notre tout cœur, tout l'horizon. Notre horizon mouvant, c'est notre terre, c'est-à-dire vers de terre de la terre. Et oui, ce ver de terre écrit quelque chose comme un mollusque. Et il est une écriture lui-même, et il écrit dans l'espace quelque chose. Il relance des mouvements toujours renaissants et ondulants. Voilà l'écriture de son monde en tout cas. Quel rapport avec l'écriture et l'aveuglement? Il fait ça d'une manière aveuglée, et sa seule manière de voir, c'est écrire en mouvement. Se muer en écriture qui est sa vie. Effectivement, ce n'est pas la seule réponse possible à une parole poétique, mais c'est déjà une description du mouvement dialectique. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu toute lettre, tout fonctionnement de l'être à travers ce mouvement qui est de l'ordre d'écriture, c'est-à-dire fini ou illimité, et quoi que ce soit, ce sont des actualisations d'un vivant avec son entourage, son Umwelt, environnement. Donc, il effectue sa quiddité, et tout en révélant, rendant manifeste
peut-être pour nous, pour nos êtres qui observent, le néant de son soi, le néant de son soi, et dans toute sa plénitude, il est pour nous, dès qu'on a compris, dès que son moment d'identité en se lançant dans l'être de la terre, Voilà l'enseignement dont je parle. Du verre poétique, C'est pas moi qui me un petit verre de terre poétique, nous montre son néant parce que toute son intelligibilité, son être, est passé à nous. Donc lui, il a un ver de terre, on peut l'écraser, si ce n'est pas nous, quelqu'un d'autre, une bête féroce. Voilà une deuxième interprétation qui solidifie le premier. On en montre le néant. Plutôt, l'envers, c'est lui, il nous montre dans ce premier moment de tout que, c'est-à-dire être vase avec une être vase, un n'importe quoi avec une n'importe qui, il y a un échange de regards, pourquoi pas l'écriture, parce qu'il s'agit de la poésie, d'une vers de terre, une écriture de la terre, à travers un vers poétique de vers de terre. Voilà, quand on décrit comme ça, la négation, c'est pas quelque chose de volontaire, parce que j'ai choisi comme premier moment, comme visée olfactif ou perceptif, un moment où être phase, n'importe quoi, le premier venu ou dernier venu, un moment opportun, un moment fortuit. Éphémère, c'est ça. Même si c'est opportun, plus tard ce n'est plus opportun, c'est-à-dire éphémère, et donc le néant est là. Dans la première expérience, c'est fortement temporel, il y a un mouvement, il y a une temporation, il y a une absorption, il y a un amené à la conscience, et il y a ce moment d'anéantissement, on peut le dire, aussi, ce qu'on a vu, c'est déjà passé à l'aveuglement. Pourquoi? Parce que ça passait du sensible à l'intelligible. C'est sa première réponse. Et le terrain sur lequel la dialectique hegelienne est dans ses premiers pas, c'est-à-dire dans ce chapitre ceci est certitude de ceci, mon opinion concernant ceci, ma vision de ceci, et voilà, on peut l'interpréter, cet acte quasi intentionnel, parce qu'il s'agit d'un moment fortuit ou un moment d'opportun, donc ce n'est pas une intentionnalité volontariste, ce n'est pas un examen biologique ou scientifique, mais même chaque enfant insouciant et sans conscience écrase les vers de terre, ou grand philosophe Spinoza torture les araignées dans son cabinet de travail, et c'est un peu de la même ordre, c'est en montrant le néant, c'est-à-dire comprendre. De troisième phase d'interprétation qui donne la même conséquence. Alors, le deuxième moment de notre parloir, et c'est ouvertement une discussion d'une note d'en bas de page de Maurice Blanchot dans l'entretien infini, et dans ce premier chapitre qui s'appelle La parole première, une longue digression philosophique de Hegel à Heidegger et au-delà, très intéressant. Donc il dit que le projet de l'ontologie fondamentale, donc une interrogation sur l'être,
juge que le dialectique hegelien ignorerait l'être de la dialectique. Donc, tout en mettant en scène une description dialectique en marche très forte, et il ne répondrait pas véritable sens de l'être de cette dialectique. C'est un peu la question tardive concernant le marxisme. Est-ce que dans la nature, y a-t-il une dialectique, ou bien une dialectique concerne uniquement le monde spirituel ou la rationalité, mouvement de rationalité de l'homme, en rapport bien sûr avec la nature, avec les autres hommes, avec l'histoire, etc. Et est-ce qu'on va rendre la dialectique inhérente à l'être, à la nature? C'était ça le problème. Et ontologie fondamentale dit que, du point de vue de l'être, dialectique ne sait pas l'être de la dialectique. Au fond, à mon avis, en faisant cette distinction qui s'appelle la différence ontologique entre l'être et le néant, et Heidegger aussi répète le même processus qui est l'anéantissement de l'être en tant que l'étant. Voici, poser dans un moment propice, dans un moment fortuit, poser sans pouvoir poser, et dialectique supposons que pose ceci dans une volonté humaine, dans une liberté quoique abstraite, poser. Voilà, il y a une thésis, il y a une situation dans laquelle quelque chose avec quelqu'un est prise. Dans la prise aux prises, il y a un pouvoir d'accaparation, perception, persévérer dans la perception, quoique fugitif. Moi, je répète toujours, dans les termes de phénoménologie de la perception, le mouvement de la dialectique hegelienne. Donc, j'essaie d'être fidèle dans cette description au point de vue de l'être. Alors, où est passé l'être dans cette perception plus ou moins intelligible, mais au fond sensible? Alors, l'être est accaparé comme catégorie de l'entendement ou schématisé dans l'imagination, à peu près compris comme étant saisi à peu près, c'est-à-dire dans un concept indéterminé, soit esthétique, soit en tant que concept de connaissance, donc de manière déterminée. Donc c'était Kant. Alors, à ce moment-là, nous avons l'étant, c'est-à-dire tout ce que nous avons pu accaparer de l'être, mais est-ce que nous connaissons pour autant l'être de cette opération de la perception ou de devenir étant? Nous connaissons, disons que le point de commencement de cet acte, c'est parce qu'il y a de l'être. C'est parce qu'il y a de l'être qu'il y a un moment de coopération, c'est-à-dire étantité. Et oui, mais Hegel, en supposant au départ avoir peut-être un moment propice, parce que chaque moment propice de perception indique quelque chose, l'absorber comme sens, en montrant le néant, c'est aussi l'annihiler et ça passe dans une temporalité, oui, dans un devenir étant, oui, devenir thèse ou antithèse, donc dichotomie entre ce qui est perçu et ce qui perçoit, ça va, mais
il y a quand même une phase avant que ce soit déterminé dans un acte de perception. C'est-à-dire, il y a de l'être au départ, mais auquel nous n'avons pas d'accès, c'est-à-dire il y a l'indéterminé. Je dirais, il y a l'indéterminé de la position, c'est-à-dire acte de poser. Avant de poser, avant que quoi que ce soit posé devant nous, grâce à nous et malgré nous, qui s'impose à nous ou que nous l'imposons, il y a de l'indéterminé pour qu'il y ait une tâche, un moment propice, un effort de la déterminer en tant que tel, la savoir, l'absorber, en obtenir le néant. Pourquoi le néant? Parce que l'indéterminé qui est l'être avant la perception n'était pas tout à fait néant, mais l'opération que nous avons faite en découpant un morceau perceptif sur cet être, sur l'écriture du monde, de la Terre, à travers le mouvement de ce ver de terre, à travers un vers poétique, c'est ça plutôt le néant. L'indéterminé reste comme indéchiffrable, l'écriture, l'être, et non pas monumental, substantiel, mais comme avant notre rencontre avec l'être. L'être reste après notre rencontre avec l'être, l'être reste ce qu'il est, c'est-à-dire l'être nous montre toujours à nous son néant, bien qu'il ne soit pas néant ou qu'il soit presque néant. Nous ne connaissons pas l'être avant que nous avons un acte de détermination bestimonque, c'est-à-dire un acte de thésis posé, l'être comme étant. Voilà maintenant su l'être de la dialectique, qui n'est pas dans la dialectique, ou bien il est dans son ambiguïté, c'est-à-dire dialectique de la nature, dialectique de l'être. Et l'être de la dialectique, c'est-à-dire l'homme fini, perceptif, dans un moment ondulatoire d'écriture, c'est-à-dire des points de vue découpés sur l'être indéterminé qui relance, qui rend possible cette opération de détermination. Donc c'est parce qu'il y avait rien que on a obtenu quelque chose. C'est-à-dire que la question de la punition, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est parce que nous sommes. C'est parce que nous existons qu'il y a quelque chose plutôt que rien. C'est ça. La dialectique, c'est pour nous. C'est parce que nous sommes entrés dans la scène qu'il y a une dialectique. C'est parce que nous sommes entrés dans la scène de l'être qu'il y a une question de différence ontologique entre l'être et l'état. D'où le retrait de l'être. C'est pas l'être lui-même qui fuit, mais nous faisons de telle sorte que l'être nous fuit toujours. Nous assurons, bien que nous voulons au contraire de cela, c'est-à-dire nous voulons approprier l'être, eh bien nous obtenons le néant de l'être qui est l'étant, c'est-à-dire son étant, bien sûr. Le sujet m'est venu comme ça parce que lundi, j'ai fait une lecture de ces grandes notes en bas de page énormes. Et c'est parce que
un ami, un étudiant m'avait posé des questions, une série de questions, et que la réponse était chaque fois cette note d'en bas de page. Donc je l'ai bien interprété lundi, et je suis fait une sorte de compte-rendu poétique le soir même, lundi soir, et qui est devenu le film dont le titre c'est de plus en plus difficile s'en souvenir, parce que j'ai fait des titres allusifs. Eh bien, je vais vous dire plus tard. Et deuxième raison que j'évoque aujourd'hui, mercredi, et toute dans son richesse, avec ses interprétations élargies, et c'est parce que j'entre dans une chambre des herbes fleuries. Eh bien, j'entre dans leur intimité, dans leur intacte, vierge surface. Je parle de vers de terre, mais plutôt dans cette heure-ci, en plein midi, qui aveugle chaque parloir comme écriture, avec les odeurs, senteurs, inassuivi. Eh bien, c'est parce que chaque fois que je marche sur mes pas, comme sur la neige, pour ne pas écraser toutes mes herbes, eh bien, je les écrase quand même. Et le résultat, c'est en montrer leur néant. Mais c'est tragique, en fait, je suis très touché de l'avoir écrasé. J'ai une mince chétif corps qui le détruit par chaque passage. Donc, j'ai fait très attention de revenir sur mes pas et non pas écraser n'importe comment. Et en découper des morceaux choisis dans le moment propice ou fortuit, en les évasant, eh bien, en évitant de faire une grande destruction de l'être, et en montrant tout le néant dans cette prime abord du printemps, dans ces débuts délicieuses, parce qu'il y a encore des jours qu'on aura besoin de cet immense jardin avec l'air fraîche. Eh bien, deuxième moment à revenir. Quelle est la tâche principale de l'homme, c'est-à-dire du philosophe, l'homme accompli, c'est-à-dire on montre le néant du monde, ou bien on montre inépuisable source d'être après tout anéantissement, ce qui reste comme presque néant, l'être non pas monumental, mais comme ce qui reste après toutes ces écritures ondulantes, en torsion, en se tordant, l'homme s'écrit. Et pour Nietzsche, l'homme passe sur le mot en dansant. Et non pas n'importe quelle danse, non pas une valse autrichienne, ça, en sautant, en se sautillant, comme sauterelle saute. Eh oui, encore une manière d'écraser la terre, chez Nietzsche. L'homme passe, l'homme parle, et en témoigne, tout en écrasant. Écrasant, c'est passe-temps. On dit en turc une expression, on tue le temps. On passe le temps, on tue le temps. On écrase le temps. On écrase le temps sur le temps. Si on est très dépêché, on écrase le temps sur le temps,
Si on a encore du temps, eh bien, on dilate les moments temporaux, le point temporaux, on dilate, mais c'est très difficile de dilater de petits moments opportuns qui obéissent aux lois de successivité, mais cette loi, comment on peut les négocier, s'arranger? Et une loi est une loi de succession, loi de... Et oui, et de simultanéité, parfois tout vient en même temps et on n'a plus de temps et on est très pressé. Voilà, maintenant, peut-être troisième moment du texte de Maurice Blanchot, c'est il se demande qu'est-ce qu'il comprend Heidegger de la philosophie, de la pensée. Eh bien, il y a une phrase solennelle de Heidegger qui dit que, eh bien, question, c'est le piété de la pensée. Donc, ce qui compte pour la pensée, c'est questionner. Mais on va comprendre peut-être assez vite que, avec Marx, peut-être les hommes ne peuvent poser des questions qu'ils peuvent répondre. C'est-à-dire que si nous posons des questions, nous avons déjà au moins possibilité de les répondre. Donc, acte de poser des questions, c'est quelque chose de l'ordre pédagogique, une exposition philosophique et non pas investigation, non pas une bonne et sûre moyenne d'investiguer les profondeurs de l'être, ou bien l'être de l'être, ou l'être de la dialectique. Et comment faire? Alors, on va écouter, entendre la parole, entendre des possibilités, et angst, angoisse, souci, 4 moments principaux de l'être et le néant, l'être et du temps. C'est le temps de Heidegger, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier que entendre est très essentiel. L'oreille, hören, gehören, et obéir à cette entente, se plier à cette voie heuristique. Heuristique passe bien évidemment dans la perception visuelle, et je disais une regard aveugle qui se réduit à déchiffrement des sigles, schèmes, c'est-à-dire un regard aveugle déjà par les préoccupations du monde ustensile quotidien. Il y a des autres regards flottants qui cherchent l'invisibilité du visible au-delà de l'horizon, en tout cas l'autre côté des choses, tout en prenant de cet objet perçu de Abstandungen, etc. Là, ce sont des thèmes de la phénoménologie de la perception, mais entendre, dans l'entendre aussi, il y a un travail, exercice de l'oreille, herméneutique, aiguisement de l'ouïe, avec la musique peut-être. Et il faut être très sensible, on dépasse le texte et on va vers Lévi-Strauss, 4e volume de Mythologique. Là, il est question, comme dans l'ouverture de Mythologique, rapport des mythes avec la musique, avec la mathématique et finalement avec l'arrivée de la littérature. C'est déjà trop. L'oreille, l'œil, entendre, voix, aveuglement, néantissement, absorption, tact, toucher, moment propice, temporalité, s'empresser, le temps libre,
jeu de l'imagination, j'aime la musique, formalisme, jeu de forme, rythme, mythe, le sens caché comme Dieu, dernière et ultime signifié, jeu de cases vides autour de lesquelles on danse, hora, cora, en sautillant sur la terre, topos, atopos, hétéronomie, hétéro, utopie, hétopia. Alors peut-être cinquième moment dans cette note en bas de page de Maurice Blanchot, c'était encore une citation tournure de Heidegger. Première c'était Frage, Gefrage, Befrage, questionnement comme piété. Deuxièmement, c'était l'entente qui était plus importante que questionner. Eh bien, troisième moment heideggerien, c'est qu'il y a un voir, quelque chose de l'ordre de visibilité, plutôt d'indication, en Zeichen. Zeichen, le signe, signalement, encore plus important que la parole pleine, le gos soi-disant, discours métaphysique ou à peu près rationnel. Et il y a quelque chose au-delà ou en deçà de la discursivité dans la parole instituée même. Donc, ce qu'on peut appeler en Zeichen, indication, est plus important que Ausdruck husserlienne, expression qui présuppose toujours une intériorité de l'âme sentante qui vient d'Aristote, ce sujet qui sera l'origine de tout, bien que divisé en plusieurs parties, eh bien le plus intelligent, ce sera une véritable vibration de l'âme, une sorte de spontanéité pure qui ne serait plus dépendante des données sensibles extérieures. Et il va... eh bien, je dirais, ce sera une autodonation spontanée et autolégislatrice fonction de la raison chez Kant. Ça vient toujours de cette présupposition de psyché, une intériorité impénétrable et active, comme nous poieticos, en contraste avec la nous pathéticos qui sera partie passive de l'âme. Donc l'âme plutôt sentante peut-être. Eh bien l'âme est en tous les cas sentante, c'est-à-dire qui faisant s'entendre avec une manière ou d'une autre avec les indicateurs, même parfois vides de pronoms, indices, deixis. C'est ça peut-être. Heidegger, en analysant le logos, il disait qu'il y avait une sorte d'entente de ce logos, et bien dans l'élément non pas de visible, mais l'élément de voir. Donc sans couper des liens avec le monde des schèmes et dévoiler le sens de l'être, si c'est là la question, et dans tout ce plissement dialectique qui nous paraît comme anéantissement, alors qu'il y a des étages peut-être en surface, et
il y a des régions qu'on arçonne, je dirais, arçonné, désarçonné, et il y a des régions, je dirais, comme Hamson, et là on est pris face à cette phase. N'importe quel poisson fait l'affaire, capture, crucifixion, lettre sous rature, détermination, position avec une petite paix et position avec une grande P majuscule. C'est ça la différence essentielle, non pas entre les temps, mais dans le positionnement qui n'est pas homogène de les temps, c'est-à-dire faire appel ou évoquer ou révoquer l'être. Notre rapport à l'être, bien que ce soit l'autre nom de Dieu dans le scolastique, notre rapport à Dieu est un exemple assez communicable, contrairement à ce qu'on peut croire, l'exemple de notre rapport à l'être. C'est ça. Pour l'instant, je vais conclure comme ça. Donc, la peinture prend une dimension extraordinaire parce que, tout simplement, nous avons des yeux, et nous avons la lumière, bien que limitée, et il y a un jeu de jour et nuit. Donc, l'aveuglement est inscrit dans ce jeu comme nuit et comme encaissement, je dirais, le blanc du jour comme écriture qui présuppose l'aveuglement, c'est-à-dire le noir ou un certain aveuglement, ou tout simplement fermer les yeux pour un instant, pour une certaine andenken, mémoire intériorisante, passer à des images scripturales des moments ondulatoires de la nuit. Et c'est ça à peu près dans ma poétique du soir du lundi, ce que j'avais exposé au bord du Bosphore, en toute inspiration de ce texte, en plus de grand travail de Lévi-Strauss. Il y a encore des choses parce que la journée est longue, lundi, il était question de Platon et Socrate et sophiste, Doxé, épistémé, inspiration aux idées, le moment kantien, le moment hegelien, en parallèle avec le moment husserlien et Heidegger. Heidegger est à Hegel ce que Kant est à Husserl. C'est ça. C'était ça un peu l'équation comme hypothèse de travail qui est allée quand même assez loin pour arriver à ce compte rendu de note en bas de page de Maurice Blanchot dans l'entretien infini qui s'entretient encore jusqu'à l'infini. Heureusement. L'islam qui est tombé même depuis ses débuts dans la rangue d'un pharisianisme et la philosophie dite islamique qui n'a rien à voir avec l'islam mais aristotélicienne et qui a inventé algorithme, c'est-à-dire algèbre.
Et algèbre, il ne faut pas se confondre ou mésinterpréter. Il faut se vouer une fois pour tout à l'étymologie en arabe. Algèbre veut dire la violence. Si on interprète dans un deuxième degré, l'algèbre veut dire la définition horismos aristotélicien de l'exacte situation d'une étoise, de quelque chose ou de quelqu'un. Ça nous égale dans cette dimension. Alors, une équation de dette ou d'un passé récent, effectivement, ils ont inventé aussi le nombre de zéros et à ma connaissance, l'infini. Ça élargit le système, ça rentre aussitôt ridicule, entre parenthèses, époque définie, détermination de la position selon la position avec une P majuscule. C'est qu'on renverse facilement parce qu'il y a un arbitraire. Si ce n'est pas la providence, c'est le tyran. Donc l'algèbre, c'est-à-dire les mathématiques, par définition plurielle, donnent un certain passe-temps aux bureaucraties musulmanes en Andalousie avant le Khorasan. Mais la musique qui s'amuse avec ceci et avec cela en renversant les équations, en combinant et en s'encroisant, ça donne une mathématique dérisoire et propre au peuple de l'ironie.